Nous sommes sortis des cavernes et l'histoire a commencé. L'histoire a été déjà commencée à l'intérieur des cavernes. Là, on dessinait, on chantait et on mangeait l'un et l'autre. Quand il y avait un malade, on mangeait et le feu s'endurait. On ne laissait jamais éteindre le feu. Et jamais l'enfantage, oui, c'est-à-dire que comme tous les enfants ne vivent pas, effectivement, ils ne s'arrêtaient pas de se multiplier jusqu'au printemps, c'est-à-dire le temps de sortie du caverne, bien sûr spatiale, et dans laquelle la vie et la mort étaient dans la simultanéité, et j'avais beaucoup de temps pour penser et pour calculer, réserver, conserver, partager, distribuer, de manière non pas aveugle, calculée, selon les voies prémonitoires des chauves-souris, des grandes souris, et des serpents, et plusieurs insectes bien protégés par leur carapace des changements climatiques. L'homme était faible, poilu. Et il s'engraissait des grâces des animaux qui n'étaient pas affectés par le froid. Et quand le feu s'éteint, le cheminée, le tuyau du cheminée, le toit, dans le toit, s'était bouché. Tout le monde s'endormait et rêvait, et aucune lettre sur le mur même n'était plus visible, car attendant le jour, une rayon de soleil qui descend vers le cheminée. Alors, haptique, c'est-à-dire non-détermination au plus haut et au plus général. Haptos. On ne dirait pas hématlos, mais on dirait haplos pour la peinture, qui ne représente pas la main de l'homme, mais qui en fait le décalque exact, c'est-à-dire haptos, haptique, aura voulu dire ce qu'on a détaché. Et sans une détermination, on l'a distingué et on l'a mis à plus haut, haptique, haptos, toucher, le sens, c'est-à-dire là, avec lequel on a affaire. On n'a pas oublié, et à travers toute cette détermination objectale, pour le laisser au niveau de haptos, c'est-à-dire le toit touré, là où il y a une rayon de soleil qui descend et qu'on informe qu'il y a du jour et la nuit et la fumée
se cesse pour s'endormir. Haptos ne s'arrête pas par là. Haptos veut dire toucher, toucher. Haptique. Mais les Grecs athéniens n'auront jamais souvenir de ces genres de sciences secrètes, alors que leur civilisation, sous d'autres noms, soit 1000 fois mort, exténuée et 1000 fois renée. Mais seulement en Égypte qu'ils ont réussi à compter jusqu'à 3, et compter c'est-à-dire au sens de repérer, in extremis, Hermès Trismégistre, 3 fois mort, 3 fois né. Toute saison, c'est-à-dire, pourquoi pas, délier, laissez libre la parole, délier, délire, délire. À partir des signes, lire, délire. À partir des signes, faire une lecture des signes dans le pénombre du cadavre. Un des versets, je dirais, ainsi par là, Zarathustra disait que as-tu déjà vu ton ami en dormant? Si tu l'as vu, tu n'as pas effrayé? Voilà, c'est à peu près tout. Ça change selon la traduction. Effrayé, n'a pas eu la peur, etc. Évidemment, quel genre de concept d'amitié avait-il Zarathustra ou Nietzsche? Et pourquoi, à quoi sert l'amitié et à quoi, quel effet peut faire de voir simplement que l'ami dort. Pendant qu'il dort, et qu'est-ce qu'il manque à l'amitié, et qu'est-ce qu'il fait la différence, et jusqu'à ce point-là, d'avoir cette possibilité d'effrayer ou ne pas effrayer. Il y a donc, si c'est une question, mais qui garde une réponse à l'intérieur de la question, et donc il veut dire qu'en fait, fort probable que tu es effrayé, tu es étonné au moins de voir ton ami dormant. Mais c'est parfaitement, tu auras pu faire de telle sorte que tu n'as aucune peur et vous avez un autre concept d'amitié et vous avez dépassé toute cette histoire de crainte, peur, effroi, et que Nietzsche, en demandant la question, qui affirme finalement qu'il a peur, qu'il a eu au moins une fois dans la vie, n'est-ce pas, pour en avoir un concept, d'après ce qu'il a lu concernant l'amitié, ou pour en forger un concept, n'est-ce pas, et il a eu peur, ou bien il a eu tellement peur qu'il a refusé de voir son ami en dormant. Voilà, c'est encore pire. Il a peut-être, tout simplement, a eu peur d'avoir un ami, et pour cause de le voir un jour en dormant. C'est insupportable quand même, avoir un ami, finalement, dans la vie,
dans sa vie. Une fois, et cet ami, et il dort, soudain, pendant l'amitié. Ben, l'amitié est interrompue donc. Alors, si l'amitié est arrêtée, qu'est-ce qui commence? Ben, ça commence l'absence d'amitié. Une amitié perdue. Pour cause, parce qu'il a dormi. Elle ou il a dormi. Quel désastre! Mon ami s'est endormi. Au secours! J'ai peur que mon ami s'endort. Il me faut un ami qui soit toujours en veille. Je préfère une amitié toujours en alerte, assez gaie, c'est-à-dire en vigilance permanente. Par rapport à quoi? Par rapport à l'autre, c'est-à-dire l'autre ami, l'autre versant. Qu'est-ce qu'il peut demander, désirer au moment? Donc, un ami, par définition, devrait être toujours répondant, toujours disponible, et même pendant le rêve, pendant le sommeil, comme c'est impossible, c'est-à-dire qu'on régresse, qu'on régresse en dormant, et on manque d'amitié envers l'ami. C'est terrible. Je crois que je n'ai pas si analysé ce verset de Nietzsche, mais j'étais bouleversé dans une seule et première lecture. J'étais bouleversé, j'étais étonné, j'étais suspendu. Et non pas, je n'ai pas dit que je ne comprends pas pourquoi. Alors là, il exagère. Non, pas du tout. J'étais profondément touché par ce verset de Nietzsche. Et sans savoir pourquoi, je me demande à l'époque, j'étais très jeune, si j'avais fait une expérience extrême de voir un ami, au moins un ami, en dormant auprès de moi. Voilà, je me demande. Alors là, peut-être que j'étais dans un tel âge que, je crois, 21 ans, 22 ans, et je faisais à la fois, pour la première fois dans ma vie, une expérience tout courte d'amitié, et en plus, comme on était parti en vacances avec plein de bouquins, dont l'un est ce célèbre livre de Nietzsche, donc on avait bien sûr d'emblée, par avance, a priori, la possibilité de nous voir réciproquement, en dormant, de nous voir dormir, tout simplement. On partait justement, non pas pour dormir pendant toutes les vacances, mais passer plusieurs jours ensemble, en voyage permanent, ouverte, non programmée, distrait, même en usant autostop et en séjournant dans les ex-connaissances de mon ami qui initiait le voyage, etc. J'étais prêt, a priori, d'avoir d'emblée de droit injuré de voir mon ami pendant que je dors, je suppose, de voir en dormant, non, c'est pas possible, dormir ensemble, n'est-ce pas? Voilà, c'était une expérience donc banale, vulgaire, bien connue, d'emblée évidente, d'une évidence. Pourquoi avoir peur? Parce que je n'avais pas peur, que j'avais accepté d'accompagner, de lui accompagner dans ce voyage, n'est-ce pas?
Rien de tel m'est arrivé d'avoir peur en voyant que soudain, comme une syncope, mon ami s'endort. Non, j'ai pas eu peur parce qu'on dormait, on se préparait l'endroit où on va se dormir, c'est-à-dire chaque sac à couchage réciproque, donc en nombre deux, et on se dormait côte à côte. Et l'un des plus intéressants séjours, c'était près de Demre, donc le pays de Père Noël, la vedette des enfants, et on dormait dans une barque. Voilà. C'est quelque chose quand même rare, au moins dans ma vie. Et déjà, dormir sous les pleines étoiles dans une nuit d'été assez chaud, mais trop près à l'eau, donc dans la mer. Une barque attachée. Je ne sais pas si je vais préciser, non pas une barque à Moïse en amont, en aval ou en amont vers le palais. Voilà, voilà. Donc, on s'est couché côte à côte et le lendemain ou la veille, j'avais lu le verset. Quelle différence fait alors? Voilà, ça cogite pendant des décennies. Qu'est-ce que je peux vous ajouter de plus? Une amitié, le concept d'amitié comporte en soi cette possibilité de dormir, aussi dormir ensemble, faire du sport, aller à se nager, faire la promenade et faire des connaissances et faire des fouilles archéologiques, pourquoi pas, n'est-ce pas? Parce qu'on était en plein histoire, on était achronique. Et on était en synchronie. On était en synchronie dans notre anachronisme. C'est ça qui fait l'amitié d'ailleurs. C'est ça qui fait cette concordance de température et de rythme de vie, de pouvoir être décalé ou de dépasser l'instant présent qu'on vit. Et donc, la priorité de l'amitié, c'est d'être décalé ou être trop dévancé par rapport au présent. Donc, seulement 2 ou 3 anachroniques peuvent devenir des anacolitons. Oui, si je prononce bien, acolytons. Voilà. On va continuer sur ce sujet. Ça commençait comme un jeu amical, bien sûr. Mais ce qu'on exige et ce que je peux lui offrir, ça, c'est en suspense, bien sûr. Et ce qui fait endurer l'émotion dite amicale, et c'est cela, je suppose. J'en sais pas trop ou d'autres. Maintenant, je devrais l'atteindre, attaché à lui seul, obéissant, séquestré dans une petite cellule, bien aérée à vrai dire et éclairée pour l'instant. Il y a bien sûr des toiles d'araignée, mais sans fenêtre, sans porte. Il y a un toit
à venir, un cheminement qui s'ouvre devant nous. J'en suis sûr que ce n'est pas un engagement bilatéral, et le pardon unilatéral, mais bilatéral. Forcément, c'est pas la force des choses, c'est bilatéral et réciproque. Dans son irréciprocité même, ce rapport, il est réciproque. C'est ça qui fait l'expérience et non pas une fait d'imagination. Non, c'est préparé bien sûr, bien évident. Donc, après long acheminement, préparation, solitude, Einsamkeit, de son côté ici, isolement, solitude dans la masse, cette figure étrange, anachronique, qui est l'ami potentiel de notre époque, l'homme isolé et plein de potentiel et un mal de vie. Ça ne veut rien dire en psychologie, mais qui se prépare pour une grandiose événement, une grandiose vie, un sentiment vital qui attend en dormition, en latence, qui est en activité bien sûr, même en latence. Ça passe partout. C'est comme la foi, disons chrétienne ou autre, mais spécifiquement, disons chrétien, rhétorique chrétienne autour de la foi. Ce suspense, cet aller-retour, cette va-vient et ce rapport irréciproque qu'on appelle aujourd'hui, je cite à peu près dans l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, comme chez d'ailleurs Michelet, qui fait ce déplacement entre la couloir mystique et couloir national. Voilà, la foi chrétienne qui est secrète de la personnalité d'un individu devient maintenant, dit-il Michel Foucault, le sexe qui est porteur, qui est devenu, malgré bon gré, bien ou mal, le secret de notre personnalité, abusivement ou c'est bien dévoilé, mais c'est un fait. C'est un fait majoritaire. Que ce pas agit en latence et dans une inconscience maléfique. Si c'est Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sohbet çok güzeldi. Şu an kapanmak zorundayım. Bir başka arama geldi. Sen kendini ifade ediyorsun. Une corporation paranoïaque d'une association de malfaiteurs, disons à Prague, en ex-Tchécoslovaquie, qui vante ses ressources d'énergie humaine aux États-Unis, aux Antilles, je ne sais où, par ce trafic dont nous sommes en connaissance, et c'est maléfique, on sait, mais il y a une loi qui ordonne que tout se circule, rien ne se confine. Donc, ce circuit exploité par le capitalisme mondial, en ce qui concerne notre contexte, c'est-à-dire désir, l'homme désirant, sujet désirant, désir, le sujet. Est-ce que tu as aimé ton séjour où tu te sens dans une trappe
soi-disant psychanalyste, psychothérapeute, vrai psychanalyste. Pourquoi tu es là depuis le début de... Est-ce que tu imbibes de moi? C'est pas une confession faite aux psychanalystes seulement des faits divers, mais le fait divers est diversifié par une certaine, disons, pour ne pas dire raisonnement, mais pour un certain mystère d'association et de rappel et de guidage des rêves que nous sommes orientés dans l'exploration de ce qu'on appelle notre désir, ce qui fait notre personnalité, disons, en soi. Et l'autre partie, les autres parties de notre personnalité, ce sont des pour-soi, pour autre chose, pour une identité adoptée. Mais l'adoption, c'est le secret de la chose. Je crois que c'est un secte que je n'ai jamais vu, qui est complètement sans offense. Il devait être un phénomène parce qu'il croit que mes jambes, c'est lieu naturel, c'est-à-dire le forêt, les gazons. Il à ce moment même, ils confondent. Ils confondent son ouverte, c'est-à-dire les poils de mes jambes, un peu. Si c'était ça, c'est la normalisation. Stéréotype. Il n'est pas dans la réalité, il vit dans une fiction identique, alors que dans un voyage initiatique à la découverte du désir comme absence, et pour en faire une festin, c'est ce qu'il faut une sorte de déclinaison, comme dans les grammaires, n'est-ce pas? Il y a un grammaire du sexe, il y a toute une dispositif qui fait que le lieu d'oppose, encadrement ou, disons, structure est beaucoup plus important que ce qu'on a senti préalablement. C'est une cercle vicieux, c'est-à-dire ce qu'on a pressenti, désiré, au sens fort du terme, c'est déjà une sorte de résultat d'un certain dispositif de la sexualité auquel nous devrons participer pleinement, activement, je dirais, autant que c'est possible, parce que ce n'est pas une maîtrise du sujet, il s'agit d'une certaine symphonie, d'une polyphonie, polyphonie dans une grammaire, peut-être en la grammatique, ce qui fait que tout revient toujours peut-être au même, ce qui fait le grand éternel retour chez Nietzsche, à mon avis. Voilà. Pour réveiller un certain soupçon, il suffit de voir dormir son ami, entre guillemets, son ami, auprès de soi. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant, en toute attente, bien sûr, attente désirante. Fantastique, fin de la journée, tout cool, ludique, comme le miroir clair qu'on traverse Orontes. Et pour arriver là.
Eh oui, ce n'est pas tout à fait un jour propre pour faire une réflexion générale sur un sujet précis que j'aimerais bien aborder, mais avec plusieurs occasions, on a avoisiné à ce sujet, ne serait-ce que sous le concept d'accompagnement ou compagnie. Et de loin, tous les discours que j'avais faits sur le contrat, par exemple, contractualité, et le devoir, la loi, pourquoi, et toutes les catégories de relations entre et même fait le fondement de ce que je vais ouvrir comme débat, mais le mot si familière et si étrange pour une discussion catégorielle, c'est tout simplement l'ami. Oui. Et dont l'occasion la plus récente, c'est Montaigne, dans ses essais, que j'ai évoqué l'autre jour dans le contexte de Boétie, consolation. C'est d'ailleurs hier vers le soir que j'ai publié mon dernier film, qui s'intitule en latin tout simplement Consolatio et Compensatio. Il y a un sous-titre, on ne passe pas à cela, mais donc il était hier brièvement question de Boétie, parce qu'en rangeant ou dérangeant mes livres, je suis tombé sur Boétie aussi, de consolation philosophique. Effectivement, j'aimerais bien approfondir ces lectures parallèles Boétie et Montaigne. C'est Montaigne qui cite Servitude volontaire de Boétie et en précisant qu'il aura écrit moins de 18 ans, il était à peine 16 ans. Et les gens connaissaient cet ouvrage avec un autre titre, Contre un. Et bien sûr qu'il faisait une apologie de la liberté tout en intitulant son discours Servitude volontaire. Mais donc Montaigne commence à son riche débat plein de citations des grands écrivains antiques avec Boétie et d'une manière un peu contradictoire parce que bien qu'il lui aussi il fera d'une éloge de volonté libre dans l'amitié, bien sûr, chose rare. Et pour le différer, justement, distinguer l'amitié, concept d'amitié qui est très riche, des autres sortes d'accompagnement qu'on est obligé dans la vie sociale ou dans le trajet de notre vie. Lui, il donne des exemples abondamment, son cuisinier, etc., y compris son cuisinier, les marchands, les commerçants que nous devons commercer tous les jours. Mais il y a le mot utilisé par Montaigne, le mot commerce, le verbe, c'est un commerce différent avec l'ami. Étrange commerce, là où il n'y a pas de marchandises, justement. Et c'est un partage de rien. Mais effectivement, il y a des objections, mais est-ce qu'il n'y aura pas des intérêts secrets qui joueraient un rôle
et qui va corrompre justement l'amitié. Une amitié doit être durable, mais chacun, tous les vers latins antiques, dit que effectivement ce jour malheureux va arriver. Et l'un des poètes fait la grâce à Dieu qu'il va attarder ce jour, c'est-à-dire le jour de séparation. À la fin, l'un des amis, double ou triple, ça aussi c'est discutable, d'un jour, lendemain, un moment lointain ou prochain, il va mourir. Donc, on ne peut pas attarder cette échéance, mais effectivement, il gracie à son Dieu, le poète, en disant qu'en fait, il y aura ce moment-là, mais ce moment-là est très, très dur, mais ça ne sera pas si dur s'il n'y avait pas d'amitié. Alors, un homme raisonnable qui voudra passer une vie tranquille doit s'abstenir de se faire des amis trop proches. En fait, le degré de proximité chez Montaigne, qui va à une apothéose de l'amitié, et avec les vers qu'il cite, par exemple, enfin, par mémoire, je cite, on s'était tellement s'habitué l'un à l'autre, partout dans les milieux sociaux, j'étais toujours deuxième, on était deux. Mais dès que je suis resté seul, donc on s'est séparés d'une façon ou d'une autre, je suis un demi. Partout, un demi. Je ne suis plus moi-même. Donc, l'amitié, concept d'amitié dans son apothéose, dans son idéalité, comme disait Kant tout à l'heure dans la métaphysique de Meurs, un exemple d'amitié, même s'il n'y avait pas un seul exemple d'amitié éprouvé, vu empiriquement dans notre vie, et cela n'approuve jamais qu'il n'y aura pas d'une idée d'amitié. Et cette idée, au sens kantien du terme, n'aura peut-être jamais trouvé une représentation adéquate, sensible, mais j'ajoute, ça va rester comme une idée esthétique. Donc, inexponible. On ne peut pas montrer un ami avec le doigt. Même, il faut s'abstenir de nommer quelqu'un ami, parce que ce serait une sorte d'euphémisme ou un abus du langage. On ne peut pas appeler tout le monde ami. Mais par courtoisie d'une rhétorique de la vie sociale, on appelle tout le monde ami. Il y a des autres connotations, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on disait, les communistes, l'ordage, camarade, voilà. Il y a une rhétorique de camaraderie. Là, pour être politiquement correct, il fallait dire, adresser la parole au camarade. Entre guillemets, entre parenthèses, chacun de ses camarades supposés était un ennemi potentiel qui peut vous trahir dans un moment politique. Donc, ils sont susceptibles de vous trahir d'un jour à lendemain et dévier, à choisir un autre camp. Voilà. Donc, tout est discuté chez Montaigne, c'est-à-dire la pensée philosophique ou l'engagement politique et l'état d'amitié. Et il faut passer par là aussi. L'un de Horace, je crois, poète, disait qu'enfin, tant que je garderai la raison, je n'ai aucun espoir de trouver un ami dans cette
dans ce monde, dans cette vie. Alors, Montaigne ajoute encore plus accentuant la chose. Alors, est-ce que l'amitié se le contraire à toutes sortes de préceptes philosophiques, dont la raison, avoir la raison, est la première. Donc, avant de perdre la raison et tomber dans une déraison, il est presque impossible empiriquement de trouver un ami et l'appeler ami en tant qu'ami et sans suspecter. Il faut être vraiment trop naïf et d'avoir perdu toutes sortes de raisonnements pour être à ce point sûr que cet ami, dénommé ainsi, d'un jour à lendemain, sans passer d'une preuve d'amitié, voilà, ça sera durable ou pas. À condition que vous perdez la raison, vous aurez beaucoup d'amitié. Voilà, tout ça, effectivement, par moi-même aussi, depuis 30 âges, même y compris l'enfance, ressenti par une certaine intuition, il y a toujours une tendance à trouver une amitié, même une camaraderie, comme on dit, game, pour jouer ensemble, un partenaire, un accompagnement, pour passer de bons moments, pour le partage, pour échanger justement les curiosités et les intérêts dont j'étais débordé quand j'avais presque 13 ans. C'est-à-dire que je faisais des petites inventions électroniques, mécaniques, moteur, j'étais très mécanique et très chimique. J'ai compris ultérieurement qu'il s'agissait d'une alchimie. Et c'est devenu une cybernétique, un intérêt pour la cybernétique. Donc il n'y avait personne, ni aîné, ni de même âge, pour partager mes passions. Donc j'étais véritablement dans une vie fermée sur soi-même, mais très riche, extrêmement productif, plein d'occupations, dans un grand appartement, et le cour, et le balcon, y compris les dépôts, etc. Et y compris les immeubles, les magasins, les passages, au sens de Walter Benjamin, dans les couloirs desquels on pourrait quand même courir, et trouver des autres curiosités, soit des anciens bouquins, des revues pour la jeunesse, et les trucs de, surtout imprimerie, pour faire des reliures, des lettres d'or colorées. Et il y avait des rubans colorés comme ça pour faire des reliures. Là, ça me passionnait, ces couleurs écarlates, pourpre, etc. Voilà, je ne suis pas là pour parler de moi-même, mais effectivement, de mes intérêts étaient, voilà, tendance, inclination vers l'amitié, c'est le vif du sujet aussi. Alors, Montaigne est très riche, et on a maintenant sur le point de faire une équation ou une dichotomie entre l'amitié et la raison, et les préceptes philosophiques, et l'amitié en tant que telle, est-ce qu'il est contradictoire ou pas? Une amitié philosophique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut commencer par le début, c'est-à-dire que mes débuts philosophiques, c'était un peu tard quand même par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'une manière exclusive dans ma vie. J'ai fait la philosophie et cette philosophie est venue. Et comment est venue? C'est avec la lecture, disons, sans compter mon intérêt physique, Heisenberg, Einstein. Effectivement, c'était
rencontre première avec la philosophie en tant que telle quand même, mais véritable enchantement philosophique, un Talmud Zen, c'est venu pendant la lecture de Zarathustra de Friedrich Nietzsche, et surtout dans les passages qui concernaient justement l'amitié. Voilà. Ça, il faut revenir. Nietzsche, il n'y a nul ami, ça n'appartient pas à Nietzsche, ça n'appartient peut-être pas à Aristote, mais cité par Montaigne, qui travaillait philosophiquement ultérieurement, par Jacques Derrida dans son livre Les politiques de l'amitié, qui m'a quand même très influencé dans les années 90 et depuis. Eh bien, il faut, dans mes références, compter sans oublier aussi Jalaluddin Rumi, et que j'ai connu quand même très tôt, par un travail délibéré, donc dans les bibliothèques et tout. Et je suis tombé sur ce passage, sur cette énigme parabole de Jalaluddin Rumi, et je cite par mémoire. Alors il y a une scène quasi psychanalytique, une scène d'initiation, une scène d'initié et non initié, et une rencontre avec, disons maître et l'élève, ou le disciple qui n'est pas encore le disciple. Donc il y a une conversation entre le maître et le disciple. Le maître est dans la maison ou dans justement ce qu'on appelle Dalga, là où seulement les initiés peuvent séjourner. Et il y a quelqu'un qui passe, qui est curieux, peut-être, qui frappe la porte. Donc, de l'intérieur, le maître dit « Qui est-ce » En français, effectivement, dans les premiers jours où j'étais à Paris, on m'a répondu « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'étais choqué, et j'avais même, avec peu de français que j'avais fait une longue explication à celui ou celle qui a ouvert la porte, mais avant d'ouvrir, elle m'avait répondu « Qu'est-ce que c'est ?» Et ça, j'étais bouleversé. Je ne connaissais pas l'usage de français de ce genre. Je ne suis pas une chose qui frappe la porte, et on me demande ce que je suis. Non pas je suis, mais ce que c'est. Voilà, on m'a traité comme la chose. Et je préfère toujours, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites moi, c'est encore une citation d'Ungar. Moi, je me débrouille en français de cette manière de vite. Et vous, vous faites, je ne sais pas, vous faites ce que vous faites, vous continuez à faire, user de cette belle langue, quand vous entendez. C'est une citation adoptée, citée par Montaigne, et moi j'adaptais à mon propos. Alors, qu'est-ce que c'est? Je continue à cette anecdote. Mevlana, nous disons Mevlana, Jalaluddin Rumi. Donc la réponse de celui qui frappe la porte, avant que la porte soit ouverte, la porte ne sera pas ouverte d'ailleurs pendant des années, et c'est un peu devant la loi autrement de Kafka, se trouve chez Jalaluddin Rumi. Alors, réponse naturellement, natürlich, c'est moi abstrait. Le moi était en général dans son essence, dans sa personnalité ou dans son identité, ipséité, etc. Voilà, tout ce qu'on peut faire de la philosophie depuis des siècles autour de ce concept de ego. Voilà. C'est un sujet intimement lié
à travers l'intersubjectivité, à travers son contraire, ich, moi, qui est non-moi, c'est-à-dire tout le commencement de la philosophie de Fichte, etc. Donc, le travail est très riche. Alors, réponse, tant que la réponse, pendant des années, pendant cette expérience répétée, réitérée, de frapper la porte, et la porte qui ne s'ouvre pas, est toujours la même question, qui est-ce? Et la réponse, c'est toujours moi, moi-même, identique, celui qui a frappé la porte hier et avant-hier, etc. J'élargis l'histoire, hein, l'histoire est trop courte. Et tant que cette réponse reste moi, la porte ne s'ouvrira pas dans l'histoire, eh bien, à la fin, l'historiette se conclut qu'il fallait dire « Me voici, non moi, non moi. J'ai perdu mon moi, je suis enfin venu à toi. » Voilà, il fallait inventer par un certain ingénium, une Witz en allemand, au sens freudien du terme. Il fallait inventer une formule pour que la porte finalement s'ouvre. Intersubjectivité ou l'amitié au sens de soufi commence. Voilà, je dois faire une pause.